Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce webinaire organisé par les référents orientation de la région Pays de la Loire et dédié à l'orientation. La thématique ce soir, c'est orientation et si tout allait bien, mieux comprendre votre adolescent pour mieux l'accompagner. Je suis Guillaume Guédon, référent orientation pour la région Pays de la Loire et durant l'heure de ce webinaire, je serai un des animateurs. Alors tout d'abord, merci d'avoir répondu nombreux à notre invitation. Vous êtes actuellement 230 participants. Alors pour l'aspect purement technique, je vous remercie de bien vouloir laisser vos caméras, vos micros éteints, même si on a un grand nombre de participants. Encore merci. L'idée, c'est qu'on va vous solliciter, rendre les choses un petit peu de manière interactive. Alors je vais enlever mon partage, ça sera plus simple, excusez-moi. On va rendre les choses interactives via un outil de sondage que je vous présenterai au tout début de la séquence. Et en parallèle, vous aurez la possibilité, bien sûr, de saisir vos questions dans le chat et nous tâcherons d'y répondre à la fin de la séquence. Je tiens néanmoins à préciser l'orientation est une thématique très vaste et qui peut susciter beaucoup de questions, notamment individuelles. Malheureusement, ce soir, nous ne pourrons pas traiter de situations individuelles. Pour tout ce qui va concerner la stratégie d'orientation, les choix d'orientation, Parcoursup, les voies de formation, nous vous invitons en fait à vous rapprocher de nos partenaires, les centres d'information et d'orientation, les CIO, qui sont présents sur l'ensemble des territoires et qui avec les psychologues et l'éducation nationale, pourront vous conseiller. Pour rappel, ce webinaire est enregistré et le lien du replay sera transmis dans quelques jours. Donc, avant de commencer, je vais laisser la parole à Madame Anne-Sophie Fagot, conseillère régionale de la région Pays de la Loire, pour le mot d'introduction. Madame Fagot, vous pouvez vous connecter. Bonjour à toutes et à tous. C'est OK le son flou? Très bien. Bonjour à tous. C'est avec un immense plaisir que l'on vous accueille aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, mieux comprendre votre adolescent pour mieux l'accompagner. Ce thème est au cœur de vos préoccupations en tant que parents. La région des Pays de la Loire vous propose des outils pour faciliter votre orientation, pour faciliter l'orientation de vos enfants et vous soutenir dans ce moment parfois complexe. Nous savons combien l'adolescence est une période de transition où les choix d'orientation peuvent être source de questionnements et de doutes. C'est pourquoi la région s'investit avec des actions concrètes que vous avez peut-être déjà rencontrées, comme l'Orientibus qui sillonne notre territoire, que ce soit dans les établissements scolaires ou dans les salons, pour faire découvrir la richesse de nos formations. Il y a également le portail choisirmonmétier.fr, une plateforme intuitive et complète conçue pour guider les jeunes et leurs familles dans leur choix d'orientation. Nous avons aussi un outil, Rencontre un pro, qui permet à un jeune d'échanger en direct avec un professionnel, ou encore des guides pratiques pour vous aider et avoir des informations précises. Tout cela, c'est très bien. Ce sont des outils précieux que nous essayons d'innover pour les rendre les plus pertinents pour les jeunes, mais rien ne saurait remplacer votre rôle, le rôle fondamental de parent. Vous êtes et vous resterez les premiers acteurs dans le parcours d'orientation de vos enfants. Que vous le vouliez ou non, votre posture aura un impact sur l'orientation de vos enfants. Votre écoute, vos encouragements, vos échanges avec eux sont les piliers sur lesquels ils s'appuient pour construire leur avenir. C'est pourquoi la région Pays de la Loire a souhaité que ce webinaire soit conçu pour vous, afin de vous apporter les clés et des outils supplémentaires. Enfin, et avant de laisser la parole, je tiens à insister sur l'importance de la santé mentale de nos jeunes. En tant qu'élue, je vois trop de jeunes qui vont mal. Nous savons tous combien ils évoluent dans un monde qui change à une vitesse incroyable et combien cela peut parfois les déstabiliser ou les inquiéter. Alors leur permettre de se sentir compris, écoutés, rassurés, soutenus est un enjeu majeur pour leur bien-être. En leur donnant confiance en eux-mêmes, en foi en l'avenir, vous leur offrez bien plus qu'un cadre ou des outils. Vous leur donnez des clés pour s'épanouir et se projeter avec sérénité. Pour éclairer ce sujet,
Nous avons l'honneur d'accueillir Madame Kimberley Briou, maître de conférence en psychologie du développement à l'Université catholique de l'Ouest et membre associé du laboratoire de psychologie et d'ergonomie appliquée de l'Université Paris-Cité. Ses recherches passionnantes portent sur les postures parentales dans l'accompagnement à l'orientation et sur le développement des compétences à s'orienter. Son expertise, je n'en doute pas, saura vous apporter des clés concrètes pour renforcer la relation avec vos adolescents et les aider à construire leur chemin. Merci à vous, parents, pour votre engagement et votre présence ce soir. Au nom de la région Pays de la Loire, je vous souhaite une excellente soirée, riche en enseignements et en échanges. Parfait, merci beaucoup Madame Fagot pour ce propos introductif. Donc pour rappel, l'objectif de cet après-midi, c'est de vous transmettre des informations pour avoir une meilleure compréhension du développement cognitif à l'adolescence, en lien avec l'orientation, pour vous permettre d'accompagner au mieux vos adolescents, votre adolescent dans ce processus. Pour cela, effectivement, nous avons demandé à Kimberley Brioux, maître de conférence en psychologie du développement, d'intervenir sur ce webinaire pour nous apporter son expertise. On a construit ce webinaire en 3 parties. La première partie, ça va être de comprendre justement en quoi comprendre, comment réfléchir un adolescent peut aider les parents à l'accompagnement, à accompagner dans les choix d'orientation. La seconde partie sera plus dédiée sur la place des parents dans l'accompagnement. Et enfin, dans une dernière partie, nous traiterons des questions que vous aurez pu nous proposer dans le chat. On va donc commencer. Donc, bonjour Kimberley. Merci d'avoir accepté d'intervenir avec nous dans ce cadre. Euh, Peut-être un petit mot pour vous présenter. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci à vous pour cette invitation. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir, donc pour parler de ce sujet-là dans le détail. Bon, parfait, merci, merci Kimberley. Donc, comme on l'a dit, on va essayer de rendre les choses un petit peu interactives. Donc, ce qu'on vous propose pour lancer cette première partie, ça va être de vous solliciter. Vous allez voir apparaître dans le fil de conversation un lien WooClap qui va vous permettre de répondre à 3 questions qu'on va vous poser en mode sondage, des questions très simples. L'idée, ça va être de s'appuyer sur vos réponses, tout simplement, pour lancer ce webinaire. Donc, cliquez sur le lien en description. Vous allez arriver sur un onglet où une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Et à partir de là, vous allez avoir 3 questions qui vont hop, apparaître. Donc, je vais laisser quelques secondes quand même, le temps que la technique se mette en place. Donc, la première question. Ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure, les questions vont se débloquer. La première question, c'est: mon adolescent connaît-il ses points forts et ses points faibles? 2 modalités de réponse, oui ou non. Donc, mon adolescent connaît-il ses points forts et ses points faibles? Voilà, donc une fois que vous validez votre réponse, la deuxième réponse devrait apparaître. La deuxième question, pardon, devrait apparaître. Mon adolescent sait-il argumenter ses choix? Mon adolescent sait-il argumenter ses choix? Pour rappel, la thématique, c'est le développement cognitif, mais également l'orientation. Donc typiquement, votre adolescente souhaite devenir, imaginons, vétérinaire. Sait-elle argumenter ce choix? Et la dernière question, mon adolescent est-il capable de se projeter dans l'avenir? Mon adolescent est-il capable de se projeter dans l'avenir? Alors, donc parfait. Une fois que vous avez répondu à ces 3 questions, je vous invite tout simplement à fermer la fenêtre, fermer l'onglet qui s'est ouvert pour revenir avec nous sur le webinaire. Nous avons du coup les résultats des différentes questions. Alors,
Donc la première question, merci, hein, d'y avoir répondu. Vous avez répondu oui, oui à 80, pardon, oui à 58 sur la question: «Mon ado, connaît-il ses points forts, ou ses points faibles?» Donc, oui à 59. La deuxième question: «Mon adolescent est-il capable de se projeter dans l'avenir?» Là, on est plutôt sur une réponse négative, donc le non à 62 %. Et mon ado sait-il argumenter ses choix? Oui à 53. Donc parfait, merci beaucoup. Ça va nous permettre de lancer, justement, notre échange, notre discussion sur cette thématique. Kimberley, peut-être je te laisse la main pour, voir, voilà, quel éclaircissement par rapport à ces 3 dimensions, par rapport à ces 3 réponses qui ont été données, et peut-être avant même de commencer, question un petit peu basique, mais quand on parle de développement cognitif, je ne sais pas si tout le monde est familier du terme, mais, on parle de quoi concrètement? Oui, alors c'est vrai, pour introduire le sujet, comprendre un petit peu la notion. Donc le développement cognitif, si on prend un petit peu dans son ensemble, hein, au sens large du terme, on va plutôt, évoquer en fait tout ce qui est formation du raisonnement. Donc comment, la personne finalement, va, tout simplement, réfléchir, comment la personne va, prendre des décisions, va planifier des actions, va aussi, réfléchir par exemple, à son propre fonctionnement. Donc par exemple, quand on parlait, des points forts, des points faibles, voilà typiquement, savoir à travers mes expériences, présentes, passées, identifier mes points forts, mes points faibles. Là on peut parler justement de réflexion, de méta-réflexion sur son propre, fonctionnement par exemple, ou alors, quand on va, mettre en place des actions, prendre des décisions, si ces actions ou ces décisions n'ont pas permis, d'atteindre l'objectif, fixé au départ, réfléchir justement sur ce qu'on a fait, les étapes par lesquelles on est passé, et cetera, va nous permettre ensuite de trouver finalement d'autres chemins, on va dire, pour, atteindre notre objectif. Donc voilà, quand on parle, globalement de développement cognitif, voilà à quoi on fait référence, et avec les termes que j'ai utilisés, a priori, ça nous donne un petit peu aussi quelques bases pour après, parler d'orientation. D'accord, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Quand on regarde les 3 questions qui ont été posées, donc, la connaissance de ses points forts, de ses points faibles, la capacité à argumenter, ses choix, et enfin la capacité à se projeter dans l'avenir. Sur ces 3 dimensions, laquelle te paraît la plus essentielle pour initier une réflexion sur l'orientation? Alors, je dirais que c'est assez délicat d'en choisir une, parmi les 3, parce que forcément, et je pense que tout le monde sera d'accord ici pour dire que toutes ont une importance, voilà, assez cruciale quand on va, être amené à construire son propre parcours d'orientation, ou en tant que parent, quand on va être amené aussi à accompagner, son enfant, son adolescent, dans ces réflexions-là, comme on le disait tout à l'heure, en introduction. Après, on voit que sur les retours qui ont été faits, voilà, c'est assez serré sur les 2 premières questions, donc à savoir la connaissance des points forts, des points faibles, ou bien, la capacité à argumenter, qu'on avait dit, grosso modo, hein, c'est, presque moitié-moitié, hein. Je vais arrondir les chiffres, mais entre, oui et non, on est quasiment à moitié-moitié. Ce qui permet aussi d'introduire justement, cette période de l'adolescence, comme l'a énoncé, madame Fagot, tout à l'heure, qui est une période quand même très particulière, une période où le jeune va beaucoup se questionner, une période aussi où il va, beaucoup expérimenter. Donc c'est pour ça, quand on a, son adolescent qui, un jour veut faire telle chose, et puis, une semaine, un mois après, finalement il a changé d'avis, et cetera. Donc on est beaucoup dans cette période-là, d'expérimentation, et ça, justement, c'est ce qui permet aux jeunes aussi d'apprendre à se connaître. Parce que finalement, la période de l'adolescence, c'est aussi à voir comme une période de transition. Voilà, si on prend du début de l'adolescence, jusqu'à la fin, hein, donc globalement, 11-12 ans, jusqu'à peu près 18 ans, voilà, avant de passer, sur une autre période de développement. On transite quand même de l'enfance vers une nouvelle période où on diversifie un petit peu, les milieux, de vie, hein, finalement, donc le milieu scolaire, familial, certes, mais aussi on diversifie, les activités, extrascolaires, par exemple, extrafamiliales, et cetera. Donc, ça nous amène aussi à de nouvelles rencontres,
rencontres, rencontrer aussi des individus, d'autres personnes, je veux dire, qui proviennent de milieux aussi différents des nôtres. Donc ça permet de confronter finalement pas mal de choses et parfois aussi re-questionner, par exemple, les valeurs, voilà, certaines normes, finalement, certaines représentations, voilà, qu'on avait construites jusqu'alors et qui finalement viennent se confronter à d'autres réalités. Donc c'est ce qui fait aussi que l'adolescence, voilà, c'est une période où on va se poser énormément de questions, même si ça continue évidemment par la suite. Donc je ne sais pas déjà si ça permet de poser un petit peu les choses par rapport à la question initiale. Si, tout à fait. Et par rapport à ce que tu évoques, on parle du coup de cheminement, de Mm. développement justement du mode de raisonnement à l'adolescence. Est-ce qu'on est tous égaux face à ça? Est-ce qu'il y a des similitudes d'un adolescent à l'autre? Mm. Quelles sont peut-être les évolutions? Est-ce qu'on peut identifier des étapes Mm. dans cette évolution? Alors déjà, je pense que de par les chiffres qu'on a sur les 2 premières questions, là, sur le Mhm. quasiment 50-50, voilà, on peut se dire qu'il y a quand même pas mal d'hétérogénéité au niveau des jeunes. Après, là, c'est vrai que la variable un peu inconnue, c'est finalement quel âge ils ont. Voilà, quand on a répondu là en tant que parent sur ces différentes questions, quel âge ont les adolescents dont on parle? Parce que là, quand tu évoquais notamment des étapes, etc., des stades, comme on dit en psychologie du développement, on sait que, par exemple, si je prends la première question sur connaître ses points forts, ses points faibles, évidemment, ça va suivre l'évolution de l'âge du jeune. Par exemple, au début de l'adolescence, 12-13 ans, voilà, on va être vraiment sur une connaissance de soi plutôt, je dis basique, mais c'est pas péjoratif, hein, mais on va dire, voilà, un premier pas, un premier stade d'éléments de connaissance de soi. Donc, ça va être plutôt des aspects voilà, assez descriptifs. Et puis ensuite, milieu de l'adolescence, on va rentrer sur voilà, une analyse un petit peu plus de ses activités, de ses centres d'intérêt, voilà, qu'est-ce qu'on aime faire, avec qui, pourquoi. Donc on commence à rentrer un peu plus dans le détail. Donc se questionner sur le pourquoi finalement, le sens de pourquoi, je ne sais pas, en termes de sport par exemple, on va préférer une pratique en équipe plutôt qu'une pratique individuelle ou l'inverse. Voilà, donc là on commence aussi à rentrer dans l'argumentation qu'on évoquait tout à l'heure, argumenter ses choix aussi. Et puis progressivement, on va arriver aussi à un jeune qui a en capacité de se décrire aussi en termes de valeurs et en termes d'aspiration, qui sont souvent, et d'autant plus depuis plusieurs années, assez interreliés. On entend beaucoup, voilà, je veux faire par exemple un métier ou travailler dans un domaine professionnel qui soit raccord avec mes valeurs personnelles aussi. Donc ça, on l'entend et c'est cette structuration progressive qui va se faire tout au long de l'adolescence pour finalement se stabiliser entre la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte en émergence. Donc, comme je disais tout à l'heure, voilà, 18-20 ans à peu près en fonction. Donc, en effet, il y a pas mal d'hétérogénéité, même si j'ai parlé d'étapes en termes d'âge, etc. Mais après, évidemment, chaque adolescent est différent et chacun va vivre aussi des expériences différentes. Et on parlait du milieu aussi, on parlait du rôle des parents. Voilà, qu'est-ce qu'on va amener aussi à découvrir, à faire découvrir le jeune, etc. Donc tout ça sont des facteurs qui vont aussi jouer, l'école aussi, voilà, qui va nourrir en fait les réflexions de l'adolescent aussi, qui va stimuler en fait ces réflexions. Et justement, quel type de situation peut amener à développer les capacités de raisonnement, capacités de planification, justement? Mm. Dans quel type de situation on peut travailler ça, où l'adolescence va travailler Mm. ce développement? Alors ça, on peut le retrouver un peu partout. Après, ce qui est intéressant, bon, ça c'est un peu théorique, mais du coup, quand on a quand on a formalisé finalement tous les stades de développement cognitif chez l'enfant, l'adolescent, etc., en fait, c'est cette théorie-là qui a servi de base à la construction d'un certain nombre de programmes éducatifs, de programmes scolaires. Donc déjà, forcément, on va commencer la résolution de problèmes, je dirais tout simplement, même si c'est un peu, voilà, la résolution de problèmes, ça fait partie du travail du développement cognitif. Et résoudre un problème de mathématiques, c'est résoudre aussi
y a un problème dans la vie quotidienne, je dois aller d'un point A à un point B, comment je fais? Et pareil, je veux exercer dans tel domaine professionnel, donc quelles sont les options que j'ai? Quels sont les chemins que je peux emprunter? Est-ce que, voilà, parmi les éléments de connaissance de moi-même que j'ai, voilà, est-ce que je considère que je peux suivre tel ou tel chemin? Si oui, pourquoi? Donc là, on retombe sur l'argumentation. Et ensuite, comment j'arrive éventuellement à me projeter ou pas dans telle ou telle situation. En fait, tout ça pour dire que tout est finalement résolution de problèmes. Et c'est ce que l'adolescent aussi va parvenir à faire au fur et à mesure dont on parlait, hein, des différents âges là que je citais. Et ça, c'est aussi en tant qu'adulte qu'on peut soutenir, en fait, parce que c'est aussi lié à un développement de l'autonomie du jeune dans sa façon de penser, dans sa façon de raisonner et ensuite de prendre des décisions, etc. Et en fait, ce que commence à acquérir l'adolescent comparativement à l'enfant, c'est ce qu'on appelle le raisonnement par hypothèse. Donc, voilà, je suis confrontée à une situation, je vais formaliser des hypothèses vis-à-vis de cette situation. Donc, typiquement, voilà, si il se passe ça, alors je vais faire ça ou je vais faire ça. Et de ça, je vais déduire ensuite des conséquences. Voilà. Je vais déduire des conséquences et en fonction de ça, de mes hypothèses et de mes conséquences, je vais ensuite prendre une décision et agir. Donc, soit ce que je fais, ça fonctionne et c'est très bien, et je réitère, puisque je serai forcément confrontée à de nouvelles situations similaires, ou alors ça ne fonctionne pas, et là je me dis, bon, il faut reprendre les choses, ça n'a pas fonctionné, donc qu'est-ce que je peux changer finalement dans ma façon de faire pour que j'arrive à atteindre mon objectif au final. Et par rapport à cette question-là, on a tous des mythes un petit peu par rapport à l'orientation et la représentation que peut avoir un adolescent de l'orientation. Comment dire? Quels sont les principaux mythes ou les principales choses qu'on peut entendre? On entend souvent, mon adolescent n'a pas envie de s'intéresser à cette question de l'orientation, ne veut pas forcément découvrir plus qu'un plan A en termes de métier. Voilà, par rapport aux travaux que tu as pu faire, justement, quels sont les éléments de contexte pour peut-être démystifier certaines choses? Oui, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup, mais je dirais même à juste titre, parce que ça rejoint en plus les réponses qui ont été données, que vous avez données sur les capacités de projection finalement dans l'avenir. Donc là, on voit que c'est assez contrasté, hein, 62% de non versus 38% de oui. Donc ça, c'est... Alors, je vais dire, faut pas s'inquiéter, mais en même temps, c'est vite dit, c'est-à-dire que c'est normal au niveau du développement du jeune. Parce qu'en fait, de tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur la construction finalement du raisonnement, voilà, par hypothèse, déduction, etc. Et ça va de pair, en fait, ce que va construire l'adolescent aussi, c'est la capacité à planifier. Et cette capacité à planifier va de pair avec la capacité à se projeter. Voyez? Donc au départ, par exemple, l'enfant, c'est comme, je fais une parenthèse ou une analogie. L'enfant, quand il est en maternelle, qu'il apprend les jours de la semaine, les dates, etc. Donc il apprend à se repérer dans le temps. Et finalement, par extension, l'adolescent, c'est aussi ce qui va, dans cette continuité, finalement, apprendre à faire. C'est pour l'instant, voilà, je réfléchissais un peu plus sur le court terme, on va dire. Et là, on va me demander, parce que c'est aussi des attentes hein, qu'on a envers l'adolescent et qu'il faut l'aider à construire aussi, c'est maintenant, il va falloir que je réfléchisse dans le moyen, voire le long terme. Et le point de bascule, c'est un peu comment, en tant qu'adolescent, j'arrive à prendre conscience en fait des conséquences de mes actions. C'est un peu sur l'orientation. Voilà, si je fais, par exemple, je prends un exemple avec les étudiants, puisque j'enseigne à l'université, des étudiants qui sont engagés en licence générale de psychologie et en deuxième année, ils me disent, bon, ben, finalement, je ne sais pas si je veux faire des études longues. Bon, c'est pas trop tard, hein, c'est pas ça. Mais disons que je me dis, voilà, ils sont engagés en licence générale, donc forcément, dans tous les cas, c'est 5 ans d'études. Donc, c'est des études longues. Donc après, comment on travaille avec le jeune à se dire, OK, là, on est en deuxième année de licence générale, on se projette plus vers des études longues. Donc, comment on retravaille le projet, comment on restructure finalement le raisonnement dans une temporalité.
Donc là aussi, c'est comment je compose avec les conséquences d'un choix que j'ai fait à un instant T. M'engager dans une filière longue alors que finalement, je me dis, c'est peut-être pas ce que je veux. Il y a deux domaines, deux idées qui me viennent en tête. On a à la fois l'environnement, moi en tant que parent, imaginons, il y a l'environnement familial, l'environnement scolaire. Mm. Comment les deux vont de pair, se complètent? Moi, en tant que parent, j'ai pas forcément la vision des expériences que vit mon adolescent au collège ou au lycée. Comment est-ce que les éléments peuvent dans quelle mesure il y a une influence de l'environnement familial ou de Mm. l'environnement scolaire Mm. sur justement ce développement? Mm. Oui, question un peu délicate, qui est Très large. très large Enfin, effectivement, parce que forcément on sait que les 2 univers, je dirais, forcément s'entremêlent, hein. C'est comme nous en tant qu'adultes, on passe beaucoup de notre temps au travail. Bah, le jeune, lui, il va passer, la plupart de son temps aussi à l'école. Donc forcément, l'école, c'est un environnement qui va beaucoup jouer, qui va beaucoup influencer, mais évidemment, c'est pas le seul puisqu'on l'a dit tout à l'heure, même en introduction, le milieu familial est très prégnant et puis c'est aussi notre thématique du jour, donc forcément, c'est très prégnant. Après, ce qu'on a vu dans la littérature, et cetera, et ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est évidemment la communication. Donc, comment je vais pouvoir apprendre ce que le jeune a fait. On a parlé tout à l'heure, par exemple, d'ateliers qui sont mis en place, d'actions qui sont mises en place au sein des établissements. Donc, comment je peux aussi, en tant que parent, m'appuyer éventuellement sur ces actions qui sont mises en place pour m'en servir de levier finalement pour communiquer avec mon enfant finalement. Donc ça peut être intéressant. Je ne sais pas si aujourd'hui j'ai fait un atelier de 20 minutes sur je sais pas, la connaissance de soi. Donc on va parler de mes points forts, de mes points faibles. Ben là, j'en discute le soir à la maison pendant le temps de repas, imaginons. Et moi, en tant que parent, je peux tout à fait rebondir. Ah bon, tu as vu ça, tu as dit ça, voilà, comment on peut ensuite en parler. Ça peut être aussi dans des activités qu'on fait, hein. Je sais pas, on va se balader à la montagne. Non, là, c'est plutôt la mer ici, mais bon, peu importe, hein. On va se balader le week-end et ça peut aussi permettre d'évoquer de nouveaux centres d'intérêt. Voilà, en fait, les questionnements d'orientation sont aussi partout, finalement. Voilà. Donc, merci. Du coup, on va bientôt passer à la deuxième question, deuxième partie. Pour conclure un petit peu cette première partie, très centrée sur l'aspect un peu de concepts, hein, mais qui sont importants par Mm. rapport à la thématique de notre webinaire, comment dire, quel point doit-on retenir? En quoi comprendre justement le fonctionnement cognitif de mon adolescent peut m'aider à mieux appréhender l'orientation? Mm. Disons que je pense que ce qu'il faut retenir dans la façon dont va se construire le raisonnement du jeune, déjà, c'est essayer de pas paniquer entre guillemets quand voilà les projets vont Mhm. changer plus ou moins du jour d'un jour à l'autre, etc. C'est aussi se dire que chez le jeune, c'est aussi en construction. La capacité, comme je disais tout à l'heure, à Mhm. planifier quelque chose. Pour nous, on le fait tous les jours, c'est quelque chose qu'on a acquis. En fait, c'est une compétence qu'on a acquise. Donc, on le fait automatiquement. Pour le jeune, ça va être plus compliqué. Ou de se dire, je prends une décision et éventuellement, cette décision peut avoir des retombées, alors qu'elle soit positive, négative, etc. Mais elle peut avoir des retombées. Ça, c'est pareil. Nous, on peut l'expliciter. On peut prendre le temps avec le jeune, voilà, de l'expliciter, de lui dire, ben voilà, là, tu m'as dit que tu voulais faire ça. Vois bien que si tu fais ça, alors il peut se passer si ça, voyez, lui faire prendre conscience des différentes conséquences. Encore une fois, conséquences, c'est positif et négatif, hein. Il y a les deux versants, c'est important de le signaler pour qu'il prenne bien conscience aussi, voilà, de tous les paramètres, en fait, de sa prise de décision. Parce que ça, il n'est pas forcément encore en capacité de le faire. Et souvent, sans forcément évoquer l'orientation, hein, parce que ça se retrouve dans toutes les situations de la vie, pourquoi tu as fait ça? Voilà, le pourquoi tu as fait ça, ben, là on voit, on peut tout à fait tester. Ah ben je sais pas pourquoi je l'ai fait, j'avais envie, je l'ai fait, voilà, mais j'ai pas forcément réfléchi. Voilà, donc ça, on voit que c'est encore en construction. Vous voyez, la capacité de prendre du recul finalement vis-à-vis de ses choix, de ses prises de décision. Donc, Donc ça, en je pense fait, que c'est important. si je reformule de manière très, 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 très synthétique, Mm, désolé si je grossis le trait, euh,
il y a un temps pour chaque chose, c'est-à-dire que demander à un adolescent de 12 ans qu'est-ce que tu veux faire plus tard n'a pas le même impact que de poser la question à quelqu'un qui a 17 ans. Mm. Ça paraît du bon sens, c'est bon de le dire, mais c'est bien aussi de se dire que la notion au temps, le rapport au temps n'est pas le même Tout à sur fait. ce choix, tout ça se Mm. construit. Tout à fait. Et de toute façon, ça évoluera tout au long de l'adolescence. D'accord, merci. Donc, on va passer à la deuxième partie, la deuxième question. Donc là, de la même manière, on va vous remettre le lien vers le WooClap. J'espère que ça fonctionne pour la majorité d'entre vous. Dites-vous que c'est surtout d'avoir un échantillon pour pouvoir ensuite analyser vos réponses. Donc si tout le monde ne peut pas y participer, je comprends la frustration. Mais voilà, l'essentiel, c'est d'avoir un panel représentatif. Là, on est plus de 300, donc on devrait l'avoir. Donc la question, c'est la suivante. Donc recliquez sur le lien. C'est selon vous, quelle est la principale difficulté qu'un parent peut rencontrer dans l'accompagnement à l'orientation de son adolescent? En un ou deux mots, voilà. Quelle difficulté donc là, vous ne pouvez pas le voir. Enfin, si vous le voyez en direct, en principe. Donc, on voit le nuage de mots qui se construit au fur et à mesure. Alors, communiquer, méconnaissance, connaître les filières. Donc, vous voyez beaucoup de termes qui reviennent. On va attendre que ça se stabilise un petit peu. Alors, choix. Donc, alors même si le nuage est en train de se construire, Kimberley, par rapport aux travaux que tu as pu faire, notamment en interrogeant des parents Mhm. sur ces questions-là, est-ce que dans les termes que tu arrives à voir, est-ce que ça renvoie un petit peu aux mêmes éléments? Est-ce que c'est... Oui, bah là déjà je vois en gros au milieu méconnaissance. Alors à voir, est-ce que c'est par exemple méconnaissance soit des débouchés qu'il peut y avoir par exemple après le collège, après le lycée ou du système éducatif de manière générale. Et ça peut être, j'avais vu tout à l'heure apparaître aussi par exemple manque d'informations, etc. Et c'est vrai que c'est des choses qui reviennent souvent, voilà, quand on discute notamment avec les parents. Voilà, sur ces questionnements-là. Par exemple, on sait, et c'est un peu paradoxal, mais c'est pareil, je pense, à d'autres niveaux, c'est-à-dire que maintenant, on a beaucoup de canaux de communication. Donc, de fait, a priori, l'information, elle peut facilement transiter, assez rapidement transiter, etc., arriver au destinataire, voilà, de manière plutôt adaptée, etc. Mais pour autant, c'est finalement est-ce qu'on arrive à faire le tri dans cette quantité d'informations qui est quand même assez forte? Et c'est vrai qu'une petite anecdote, voilà, dont je me rappelle d'un entretien que j'avais pu faire, c'était finalement une question que j'avais posée, voilà, voilà, quels seraient finalement les besoins des parents pour accompagner l'adolescent à la construction de son parcours. Et en fait, on m'avait répondu, bah, peut-être tout simplement d'être prof. Voilà, alors d'être prof, pourquoi? Voilà, parce que justement, l'enseignant, a priori, connaît justement le système, même si en discutant avec des enseignants, ils peuvent aussi parfois dire que ça reste aussi compliqué pour eux, finalement, voilà, de se retrouver aussi dans ces dédales de formation, etc., qui changent aussi beaucoup, hein. Le paysage des formations évolue forcément au fil du temps. Les nominations, je ne pense pas qu'on dit ça, mais les noms des formations aussi évoluent. Voilà, donc, mais c'est vrai qu'on m'avait dit ça, voilà, être prof, et justement, ça me fait écho à ce mot-là, méconnaissance, qui est d'ailleurs toujours assez prégnant dans le nuage de mots qui continue d'évoluer et qu'on retrouve. Alors là, ça s'est stabilisé, je vois, presque, hein. Oui, vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous le voyez en même temps, mais on voit manque de connaissances, donc ça rejoint ce que je disais aussi. On voit influencer en tant que parent, dans quelle mesure on peut influencer ou on influence du coup son Mm, adolescent dans ses choix. mm. Euh,
Oui, alors forcément l'influence, elle va y être. Alors et sachant que l'influence, elle peut être, alors je vais dire consciente, inconsciente dans le sens, volontaire ou involontaire finalement. Parce que c'est vrai que forcément de par, quand on parlait voilà, d'encouragement, de soutien, de on va donner notre avis, on va donner nos conseils et cetera et de fait en faisant ça, on est déjà dans une forme, d'influence. Alors pareil, influence, c'est comme le terme conséquence, hein, c'est positif et négatif. Voilà, ça dépend comment on le voit et comment on l'observe en contexte. Tout comme on sait qu'un enseignant, par exemple, peut influencer, un meilleur ami, parce qu'à l'adolescence, le groupe d'amis est très important, peut influencer aussi les choix du jeune. Donc au final, et on en revient aussi à ce qu'on disait sur le développement du raisonnement, le développement cognitif aussi. C'est finalement comment j'arrive, moi en tant qu'adolescent, à me retrouver ou à me trouver tout court d'ailleurs dans ce carrefour d'influences multiples. Par exemple, je pense que voilà, certains ont pu déjà avoir le cas de mon adolescent rentre à la maison, voilà, moi je veux faire ça, mais l'enseignant m'a dit que, et toi, donc mon parent, tu me dis que, donc finalement, qu'est-ce que je fais? Parce que parfois, on arrive sur des points de vue qui divergent, et c'est aussi là le jeu du développement cognitif chez le jeune, c'est de pouvoir prendre justement ces différentes informations qui proviennent de différentes sources, qui parfois sont contradictoires, et comment j'arrive finalement à me dire, bon, ok, moi je veux faire ça, j'ai eu tel point de vue, tel point de vue, je peux prendre certains arguments, certains conseils qu'on m'a donnés, je peux en laisser d'autres de côté, je peux aussi les confronter, et au final, je fais une forme de synthèse, hein, voilà, dans le processus de réflexion, je fais une forme de synthèse et puis ensuite je prends ma décision. Et là, la capacité qui va se développer, bon, au-delà du tri de l'information, c'est aussi ma capacité à argumenter, contre-argumenter par rapport à des positions, des conseils, etc., qui m'ont été donnés de la part de tiers. Et l'influence, donc si je reviens, pardon, à la question initiale, l'influence des parents. Donc tout ça pour expliquer que forcément elle y est, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, hein. C'est pour ça que je parlais de volontaire, involontaire, parce que des fois on le dit et on l'entend, non, non, mais moi je j'influence pas mon jeune, mon enfant, tout ça. Et en fait, si, quand même. D'une certaine façon, on va l'influencer. Donc ça arrive. Et après, c'est ce qu'on retrouve. Alors là, je fais écho aussi aux travaux de recherche qui ont été menés sur le sujet, où on va avoir plusieurs postures ou plusieurs profils, on va dire, qu'on retrouve généralement chez les parents. Et là, on peut avoir justement des postures qu'on va appeler de soutenantes. Donc, le parent, par exemple, qui va voilà, soutenir le jeune dans ses réflexions, dans ses choix. Donc, il va se traduire par beaucoup de communication, comme on a expliqué tout à l'heure. Voilà, je vais revenir sur certaines activités que le jeune a fait à l'école, ou je vais lui parler du sport qu'il pratique ou de sa passion pour le dessin, j'en sais rien, des choses comme ça. Le soutien, c'est aussi, ben voilà, j'ai mon enfant qui arrive, ben tiens, j'ai vu, il y a des portes ouvertes à tel endroit, est-ce qu'on peut y aller, comment on peut faire, voilà, donc là, je vais faire en sorte soit de l'accompagner si je peux, vis-à-vis du travail, des transports, etc. Donc, si je suis en mesure de le faire, ou essayer de trouver avec lui un moyen aussi de le faire. Après, on a ce qu'on appelle aussi les postures plutôt interférentes. Alors là, disons qu'il y a plusieurs dimensions. L'interférence, c'est soit je vais avoir tendance à imposer finalement des choix. Ça, c'est pareil, ça peut être volontaire ou involontaire. Voilà, parfois on retrouve ça dans comment on dit, des professions, on va dire, qui se transmettent un petit peu d'une génération à l'autre, etc. Donc, un peu un état de fait. Et involontairement, finalement, on va amener l'enfant à poursuivre finalement cette tradition, on va dire, pas forcément de manière consciente. Et après, ça peut être aussi le parent qui va un peu surinvestir finalement l'accompagnement à l'orientation, mais ça peut être une posture en fait qui vient contrebalancer l'inertie, alors soit réelle, soit représentée, de l'adolescent vis-à-vis de son orientation. Donc typiquement le jeune, voilà, qui sait pas quoi faire, qui on lui demande, c'est toujours voilà, je sais pas, j'ai pas d'idée, j'ai pas envie, etc. Et donc là, on va avoir tendance, nous, à s'investir
d'autant plus, voire même à faire des choix. Par exemple, on en voit quand on va sur les salons, des parents avec des adolescents plutôt jeunes qui viennent en salon de l'orientation, et c'est plutôt les parents qui vont avoir tendance à poser les questions. Et on voit que le jeune n'est pas forcément concerné par ce qu'on lui dit, quoi. Voilà. Donc ça peut être des postures qu'on retrouve. D'accord. Mm. Et par rapport à, je reviens aussi au nuage de mots, Oui. en tant que parent, si je vois que mon adolescent a du mal à se projeter, euh, comment je peux l'accompagner? Est-ce qu'il y a une différence justement sur le fait qu'il est au collège ou au lycée? Mm. Est-ce que ma posture doit être différente? Comment les choses, en tant que parent, je me positionne comment? Collège, Mm. lycée? Mm. Alors, en soi, je dirais que la posture, elle peut ne pas être si différente que ça, dans le sens où, voilà, quand par exemple, on va se poser avec son enfant sur une recherche d'informations sur des débouchés, que ce soit après le collège, après le lycée, dans un domaine d'intérêt ou plus de manière générale, ça peut nous permettre justement, par des questions, voilà, au fur et à mesure des recherches qu'on va faire, bon, ben, je sais pas moi, tiens, le domaine, bon, la psychologie, c'est pas original, mais c'est parce que c'est mon domaine. Voilà, le domaine de la psychologie, ça t'intéresse? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu es intéressé par ça? Parce qu'en plus, c'est pas une discipline qui est enseignée ni au collège, ni au lycée, etc. Donc, pourquoi tu t'intéresses à ça? Vous voyez, par des petites questions. Et là, au fur et à mesure, bah, est-ce que tu te vois à la fac? Voilà, la fac, c'est quoi? Parce que bon, certains, moi personnellement, quand j'étais au lycée, la fac, c'était ce qu'on voyait à la télé. Voilà, les campus américains, là, voilà, je ne savais pas trop à quoi ressemblait une fac. Donc ça peut être bien aussi, voilà, par ce type de questions. Voilà, et puis après, soi-même aussi, si on n'est pas familier du milieu, bon, là, je prends la fac, mais ça peut être autre chose, hein. Voilà, se dire, bah, par exemple, dans tel type de formation, il faut quand même des capacités d'autonomie, de travail en autonomie, de structuration, etc. Poser les questions aussi aux jeunes. Alors, sachant que positionnement collège-lycée, quand je dis ça peut être similaire, là aussi, c'est se dire, bien sûr, par exemple, un collégien, je sais pas moi, en cinquième, quatrième, etc., il développe encore certaines de ses capacités. Là où c'est un peu plus installé quand même au lycée, où les profils voilà, les tendances se dégagent un peu plus quand même entre celui qui va être plutôt structuré dans son travail, celui qui l'est un peu moins, etc. Donc ça peut donner des pistes aux jeunes aussi sur sa capacité à se projeter dans tel ou tel type, je dirais, de formation post-bac ou post-troisième. D'accord. Et la bonne posture, si on peut parler d'une bonne posture, est-ce qu'il y en a une à privilégier? Alors, moi, je dirais pas, enfin après ça c'est mon avis, mais je pense pas qu'on puisse parler de bonne posture au sens où, comme on le disait tout à l'heure, chaque adolescent est différent et la communication qu'on a nous en Mhm. tant que parents va aussi être adaptée en fait à qui est notre enfant et à la façon dont on est habitué à communiquer aussi avec lui. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pas tous les jours, on va pas tous les jours parler d'orientation avec le jeune, etc. Parce que, bon, à un moment donné, je pense qu'ils en parlent beaucoup déjà à l'école, hein, enfin au collège, au lycée, etc. Donc, voilà, essayer de trouver cet équilibre-là, finalement, où quand ça vient, évidemment, on va rebondir dessus, comme voilà l'occasion d'une recherche hein, ou autre. Voilà, mais après, moi, je suis pas trop partisane de dire, voilà, il faut faire absolument ça, parce que ce qu'on fait, par exemple, avec un adolescent A, ne peut ne pas marcher avec un adolescent B, parce que tout simplement, ils n'ont pas la même personnalité, donc ça va pas forcément fonctionner. Mhm. Voilà. Donc c'est une réponse sans être une réponse parce que mais c'est toujours un peu comme ça de toute façon quand on fait aussi de la psychologie, c'est que tout doit être adapté finalement à la personne qu'on a en face. Et qui connaît mieux son enfant que le parent? Voilà, je pense que la réponse est dans la question. Donc c'est ça aussi. Mais c'est tout à fait l'objet de ce webinaire. L'idée, Mm, c'est pas de donner des bons conseils en tant que parent, mais c'est peut-être de rendre conscient des choses qu'on sait déjà, mm, des biais qui interviennent dans les choix, dans une mm, posture qu'on peut avoir au quotidien, lorsqu'on rentre de son travail, mm, qu'on débriefe justement de ce qui s'est passé en bien ou en moins bien, mm, et en ayant conscience justement de toutes ces influences-là, bah, après de
s'adapter tout simplement à la personnalité Mmh. de l'adolescent. Mmh. Et c'est vrai que par rapport à ce que je vois dans les nuages de mots et par rapport aux personnes que l'on peut croiser dans les salons d'orientation, on voit de plus en plus effectivement des parents inquiets vis-à-vis de l'orientation, qui viennent avec des élèves de sixième, de cinquième, pour des problématiques parfois lycée. Donc l'idée, c'est aussi de se dire, voilà, de dédramatiser un petit peu cette question d'orientation. Mmh. Si on regarde le parcours qu'on a tous pu avoir depuis qu'on est sorti de formation initiale, il n'y a pas un parcours qui se ressemble, mais l'idée, c'est de se dire que pour son adolescent, de la même manière, il va construire son propre parcours. Mmh. Donc sur le déroulé du webinaire, ce que je vous propose, c'est qu'on continue les échanges, mais au travers peut-être les questions que vous pourriez avoir. Notamment dans le chat. Donc, je vais demander à Tiffaine, ma collègue qui a regardé le chat, s'il y a eu des questions, ou c'est le moment, si vous le souhaitez, poser des questions à Kimberley sur justement ses travaux, l'orientation, le développement cognitif et l'orientation. Je synthétise vraiment la thématique, pardon. Alors, bonjour à tous déjà. Donc moi, je vais rebondir. Il y a eu une question qui a été posée et je me suis dit que Ah, ça on pouvait être n'entend pas. intéressant pour d'autres. C'est une question sur... ça a été plus une remarque en fait sur le fait que les jeunes cherchent un métier qui paie. Est-ce que dans les choix d'orientation, il y a justement ces aspects-là un petit peu sur la rémunération, d'autres posaient aussi sur la question des débouchés? Donc, est-ce que dans les choix d'orientation qui ont pu être faits, vous voyez, vous, qu'il y a des critères comme ça autour du salaire, combien est-ce que je vais gagner, ou alors autour est-ce que vraiment je vais avoir la facilité de trouver du travail derrière? Est-ce que c'est vraiment des aspects qu'on retrouve derrière dans les choix d'orientation pour les adolescents? Est-ce que c'est des questions qui se posent en fait? Est-ce que c'est primordial dans les choix qu'ils font derrière? Peut-être, Guillaume, est-ce que tu peux reformuler la question? Parce que j'ai eu un petit problème technique de son, Ah, donc j'ai pas eu le début. Ah, pardon. Oui, non, parce vas-y, que j'avais coupé Tiffaine, mon son, c'est pour ça. D'accord. on En a fait, eu il un y avait petit... deux remarques qui ont été posées par Oui. rapport au choix des jeunes dans leur orientation. Un premier qui était un peu sur les jeunes, ils cherchent un métier qui va leur permettre de gagner beaucoup d'argent. Mmh. Est-ce que ça fait partie vraiment des critères primordiaux? Et un autre qui était, bah non, ce qui est important aussi, c'est derrière de pouvoir trouver des métiers où il y aura des débouchés qui recrutent. Mmh. Donc vous, par rapport aux études que vous avez pu faire, aux enquêtes que vous avez menées, est-ce que ces critères-là sont des Mmh. critères prédéterminants dans les choix des jeunes ou dans leurs projections? Mmh. Alors, merci pour la question. Alors déjà, ce qu'on peut voir de manière générale, c'est qu'il y a les critères un peu plus des parents, donc ça, c'est les enquêtes qui le montrent, et le critère des adolescents. Donc souvent, par exemple, quand on parle de débouchés derrière un travail, derrière un domaine professionnel, des métiers, etc., souvent, c'est plus les parents qui vont regarder finalement, est-ce que il y a des débouchés effectivement dans cette formation-là, etc. Ça ne veut pas dire que les jeunes ne le regardent pas, mais en général, ça ne fait pas partie de leurs premiers critères. Toujours pareil, on en revient sur la question de la projection, hein. Voilà, on le voit. Alors là, on parle d'adolescents au collège, au lycée. Je peux dire aussi que chez les étudiants, voilà, même ceux qui sont en fin de premier cycle, c'est-à-dire la licence, on n'est pas encore sur des projections d'insertion professionnelle, etc. Et pourtant, on pourrait croire que, mais on n'y est pas encore, hein. Là, ça vient plutôt à partir du master, je dirais, donc la 4e année. Et évidemment, c'est pareil pour les autres formations. Donc après, c'est vrai que chez les jeunes, le critère de l'argent, alors oui, il revient. Après, bon, je vais dire quelque chose aussi, c'est que ben, il y a eu beaucoup l'ascension de toutes les personnes là de télé-réalité, les influenceurs, etc. Bon, je suis obligée d'en parler 5 minutes, hein, mais je ne vais pas voilà, développer forcément le sujet. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est venu en fait ajouter ces critères-là, ces nouveaux critères, je dirais, entre guillemets, dans le choix des jeunes. Alors ça, on le retrouve surtout, je dirais, sur des adolescents plutôt collège, hein. Après, au lycée, la réflexion se structure quand même autrement. Mais ça, si vous avez des enfants, des adolescents qui sont actuellement au collège, peut-être que vous avez ce type de discussion avec vos enfants.
Donc certes, bon, la question de l'argent, elle se trouve. Ça dépend aussi des milieux. C'est des réflexions aussi qu'on peut avoir en tant que jeune par rapport aussi au milieu duquel on provient. Voilà, donc la question de l'argent, elle peut être aussi questionnée à ce niveau-là. Et après, ce qu'on retrouve aussi, mais ça un peu plus tard dans l'adolescence et je dirais chez le jeune adulte, c'est la question du sens. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu déjà discuter de ça avec leur enfant, mais la question du sens que je vais accorder à mon futur métier. Par exemple, ben là, depuis plusieurs années, on est beaucoup sur des questionnements, notamment écologiques. Et c'est vrai que ça fait écho à beaucoup de jeunes, notamment. Et c'est des choses qui vont se retrouver aussi dans leur questionnement d'orientation. Je ne dis pas dans tous les cas, hein, mais voilà, dans une certaine part, évidemment, des cas. J'espère que ça répond à la question. Oui, ça répond, ça répond à une partie de la question, je pense. Il y a énormément de questions. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont vraiment très personnelles. Et je vois que là, l'inspectrice orientation de la Mayenne a bien pensé à le dire aussi. Pour tout ce qui est question, Guillaume l'avait précisé en démarrage de webinaire, toutes les questions qui sont vraiment individuelles sur des situations précises de votre enfant, sur ses choix, quelle voie il doit faire après son bac pro ou alors où est-ce qu'il veut aller. Pensez à prendre rendez-vous avec les psychologues orientation dans un centre d'information et d'orientation. Vous en avez obligatoirement un sur votre territoire ou pas trop loin de chez vous. Par contre, sur des questions qui sont un peu plus globales, il y avait vraiment aussi une question. Pour les parents, c'est pas simple de se repérer non plus dans toutes les informations qui peuvent exister pour justement accompagner leurs jeunes sur l'orientation. Et donc, c'est aussi comment les aider eux ou comment leur permettre ou leur donner peut-être quelques conseils pour pouvoir se repérer un petit peu dans toutes les informations qu'ils retrouvent. Alors, il y a beaucoup d'éléments sur Parcoursup. On n'est pas là pour parler de Parcoursup ou quoi que ce soit. Mais peut-être quels sont les bons interlocuteurs. On a parlé des CIO, mais autrement, comment un peu les aider à se repérer dans toutes les informations, en fait. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les remarques, là, dans le chat. Oui, merci pour cette deuxième question. Alors en effet, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure quand on a commencé à commenter le nuage de mots, où notamment on avait vu apparaître au milieu de manière assez centrale, donc la méconnaissance, le manque de connaissances, etc. Et justement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a certes beaucoup d'informations, mais finalement, on n'arrive pas forcément à faire le tri dans ces informations-là. Et ce qui joue aussi, c'est est-ce qu'on est plus ou moins proche ou éloigné aussi, là je parle en tant que parent, du système scolaire, du système éducatif. Voilà, donc comment finalement accompagner, et ça finalement c'est aussi le parent, je dirais, qui doit en quelque sorte faire aussi ses propres recherches d'informations pour pouvoir ensuite discuter avec le jeune. Alors j'imagine que vous devez penser, oui, il faut avoir le temps de le faire, etc. Alors c'est sûr, hein, ça demande un investissement et tout le monde ne peut pas forcément le faire, etc. Et dans ces cas-là, comme vous disiez, on a aussi des interlocuteurs. Donc les professeurs principaux sont des interlocuteurs premiers. On a aussi les psychologues de l'éducation nationale qui sont des interlocuteurs, on en a parlé tout à l'heure, et qui peuvent justement accompagner à partir d'un canevas, c'est-à-dire d'un certain nombre de questions. Voilà, mon enfant veut faire ça. Où est-ce que je vais trouver les informations? Alors, comme vous avez dit, on a plusieurs outils, voilà, Parcoursup, Horizon 21, etc., Affelnet, voilà. Donc, on a quand même un certain nombre de plateformes qui essaient de regrouper les informations pour pas qu'on ait à aller chercher comme nous, on a pu le faire avant, voilà, sur 25 sites différents, etc., etc. Donc, ça, c'est bien parce qu'on a une centralisation de l'information. Donc, on peut construire finalement sa recherche d'informations sans aller à droite, à gauche et se perdre finalement dans tous ces sites dont on ne sait plus finalement quels on a visité, quelles informations on a trouvées, parce que certaines fois aussi elles sont contradictoires et autres. Donc finalement, voilà, c'est essayer déjà de se fixer, je dirais, plusieurs objectifs dans sa recherche d'informations, parce que ça reste une méthodologie hein, finalement qu'on apprend, voilà, que les jeunes apprennent et que nous-mêmes on continue d'apprendre aussi en tant qu'adultes. Donc voilà, si je recherche sur un domaine professionnel déjà, et puis ensuite
comment dire, affiner au fur et à mesure sa recherche. Donc, soit à titre individuel et avec son enfant, ou soit si on en ressent le besoin ou si on veut aussi être rassuré hein, dans les recherches qu'on trouve, ou aller confronter aussi les informations qu'on a trouvées, parce que des fois, on ne sait pas trop, est-ce que c'est fiable, pas fiable, etc. Et donc là, aller voir directement les professionnels qui pourront justement nous outiller peut-être davantage ou nous rassurer, parce que des fois, on a besoin simplement, même si c'est pas simplement entre guillemets, mais de ça aussi. J'ai encore juste, parce que quand je vois, il y a encore un peu 2 grands thèmes qu'on retrouve dans les remarques. C'est, aider un ado qui ne sait pas quoi faire. Quand on a un ado, voilà, au collège encore, mais quand on arrive au lycée, vous en parliez tout à l'heure, avec un élève finalement qui se retrouve en psychologie et qui se dit: «Bah non, non, finalement, les études longues, c'est pas pour moi». Voilà, comment est-ce que des parents peuvent un peu aider un ado qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait absolument pas vers quoi se diriger? Et je fais un peu le lien aussi avec plusieurs remarques qui ont été faites sur le chat. Comment réussir à communiquer avec son ado quand parfois la communication est pas facile? Alors, merci. Donc, je prends des notes en même temps pour pas oublier et communiquer. Alors, c'est vrai que l'adolescent qui ne sait pas quoi faire, oui, comme on évoquait tout à l'heure, alors forcément, c'est pas simple. Là, c'est un peu essayer finalement à travers différentes questions, mais toujours en trouvant ce fameux équilibre dont on parlait tout à l'heure entre, Exactement. voilà, pas systématiser voilà, tous les soirs quand il va rentrer, je vais lui parler de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, etc. Parce qu'au final, ça peut devenir contre-productif, d'autant plus que, comme on l'a évoqué aussi, de plus en plus aussi à l'école, enfin au collège, au lycée, il y a plein d'activités sur l'orientation, voilà, donc il y a aussi les enseignants qui vont poser ces questions-là, etc. Donc des fois, le trop peut justement, quand je disais être contre-productif, c'est finalement le jeune qui va dire, bon, ben, soit je vais vous dire quelque chose, comme ça au moins personne ne me posera plus la question, et voilà. Parce qu'aussi, c'est nous-mêmes, on essaie de se rassurer aussi par rapport à ça, parce que parfois on se le dit, c'est pas normal, qu'ils sachent pas, etc. Et on a pu entendre voilà, ce discours-là, que ce soit de parents, d'enseignants, à titre légitime, moins légitime, ça dépend des situations. Mais voilà, c'est essayer, par exemple, un adolescent voilà, qui fait certaines activités. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais d'activités extrascolaires ou de temps passé avec ses amis, etc. Lui poser des questions sur ça. Voilà, en fait, de manière détournée. C'est un peu typique de le jeune qui va dire ben non, moi je sais pas quoi faire, de toute façon je sais rien faire ou rien ne m'intéresse, etc. Et c'est pas tant rebondir frontalement sur ça, mais c'est de dire ben tiens, hier tu es allé faire ça avec un tel, comment c'était, etc. C'est de manière détournée. On n'est pas directement sur l'orientation, mais en fait, nous, ça nous permet de cheminer de manière implicite hein, et de revenir ensuite plus concrètement, pardon, vers le jeune pour ensuite faire le lien avec l'orientation potentiellement. Je ne sais pas si je suis claire sur Si, ça. pas Vous êtes clair. très clair. Tiffaine, je vois le temps. Je pense qu'il est, à moins qu'il y ait un autre point à traiter. Non, non, non. Là, je pense que j'ai fait mes Je- gros paquets de questions à peu près sur les ouais. choses que j'ai pu C'est retrouver. Et c'est vrai que puis, je vois beaucoup de questions en lien avec les outils. Alors les outils, c'est vrai que c'est très très important. L'objectif de ce webinaire, c'était surtout votre posture, vous en tant que parent, sur l'aspect purement outil. À la région, ce qu'on a mis en place, ce sont des guides, guide après la troisième, guide après le bac. On vous donnera les liens de ces outils qui vont vous permettre d'accéder directement au site, à la fois aux outils de la région pour découvrir des secteurs professionnels, mais également au site de l'ONICEP, au Parcoursup, à Horizon 21. Et vous aurez également les coordonnées des CIO à l'intérieur. Ce sont des outils, on a essayé vraiment d'agréger un maximum d'informations, parce qu'on sait que ça peut être difficile justement en recherche libre d'aller chercher à droite, à gauche les bons interlocuteurs et les bonnes ressources. Donc ça, ce sont des liens qu'on vous communiquera avec le replay de ce webinaire. Donc on arrive à la fin, voilà, on respecte l'horaire et le timing. Un grand merci à vous en tout cas pour votre mobilisation, votre participation active lors des questions. On espère que vous n'avez pas rencontré trop de difficultés techniques. Comme mentionné, le replay va suivre dans quelques jours. Un grand merci Kimberley
en tout cas, d'avoir fait le déplacement, même si ça ne se voit pas, qu'il a fait le déplacement pour nous rejoindre et animer du coup ce webinaire. Donc, on reviendra vers vous prochainement. Un grand merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci.